Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles dont nous accueillons le rédacteur en chef Victor Lefebvre. Bonjour Victor. Jade Serrano également est avec nous, journaliste d'investigation. Bonjour. Et tout à l'heure, nous allons retrouver Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction qui a été le juge d'instruction de l'affaire Simone Weber dont nous parlons aujourd'hui. Mais nous recevons également à nos côtés l'ancien procureur de la République, Jacques Dallest. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphane. Vous êtes l'auteur de Sur les chemins du crime, paru chez Mareuil Éditions, où vous nous contez aussi nombre d'affaires de femmes tueuses. C'est aujourd'hui notre dossier. Nous allons parler des femmes tueuses. C'est le dossier spécial également de notre partenaire Affaires criminelles, la revue. Victor Lefebvre, pourquoi avoir choisi ce sujet très intéressant, mais aussi très particulier? Oui, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que les femmes, alors pour vous donner un chiffre, 96% des chiffres sont commis par des hommes, donc seulement 4% par des femmes. Mais on essaie de s'intéresser aux femmes parce qu'on essaie de voir aussi en quoi la criminalité féminine peut être différente de celle des hommes. Alors, vous avez déjà entendu certainement parler de l'affaire Simone Weber, celle que l'on appelait la diabolique de Nancy, ou bien de Marie-Elisabeth Consboudboul, mais connaissez-vous ces profils criminels assez exceptionnels? C'est le thème d'aujourd'hui, les femmes tueuses. Pourquoi ces femmes sont-elles aussi intrigantes? Nous allons en parler, mais commençons par parler de l'affaire Simone Weber, si vous le voulez bien, avant de retrouver dans un instant le juge qui lui a fait face 75 fois, le juge Gilbert Thiel. Mais Victor Lefebvre, d'abord, vous nous rappelez les faits. C'est le genre d'endroit dont on ne parle que lorsqu'un drame s'y déroule. Maxéville, une petite banlieue tranquille située en périphérie de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. C'est ici que vit depuis 20 ans Bernard Etier. Ce contremaître travaille comme conducteur d'engin dans une usine chimique non loin de là. C'est un homme plein de charme, mince, grand, avec des traits fins. Ce 22 juin 1985, à 5h du matin, alors qu'il rentre chez lui après une nuit de travail, Bernard Etier s'arrête net quand il reconnaît le véhicule qui stationne devant sa maison. C'est la voiture que conduit Simone Weber, son ancienne compagne avec qui il a rompu 1 an et demi plus tôt. Depuis leur séparation, même s'il lui rend toujours des services, il se plaint d'être suivi, harcelé, espionné et même drogué par cette amoureuse déçue. Lors d'une énième confrontation avec elle, Bernard Etier décide de rebrousser chemin et de se réfugier chez une amie, chez qui il dort jusqu'au milieu de la matinée. De retour chez lui, Simone l'attend toujours. Elle veut absolument qu'il vienne chez elle, à Nancy, pour déboucher son évier. Les deux anciens amants se disputent dans la rue. Les voisins entendent des éclats de voix. Un peu plus tard, ils voient Simone Weber et Bernard Etier partir ensemble, chacun dans leur voiture, dans la même direction. C'est la dernière fois que l'on verra Bernard Etier vivant. C'est le juge Gilbert Thiel qui hérite de cette intrigante affaire. Barbe brune et éternelle cigarette aux lèvres, ce jeune magistrat de 37 ans jouit déjà d'une solide réputation. Pugnace, déterminé et méthodique, il décide de ne pas se précipiter alors que la coupable est déjà toute désignée. Au lieu d'interpeller directement Simone Weber, il mène discrètement sa petite enquête. Il la fait suivre, la met sur écoute et interroge les voisins, notamment un couple d'octogénaires. Et justement, ce 22 juin les a particulièrement marqués. Dans l'après-midi, ils voient par l'œilleton de leur porte Simone Weber rentrer dans son appartement avec un homme âgé d'une 50aine d'années. Un homme qu'ils n'ont jamais vu ressortir. Vers 22h, ils entendent un bruit lourd, puis un bruit de moteur, comme un aspirateur, mais qui ne bouge pas, disent-ils. Dans la nuit, ils voient Simone descendre des sacs poubelles à plusieurs reprises et partir vers le centre-ville après les avoir chargés dans sa voiture. C'est sur la voiture de Bernard Etier que reposent tous les espoirs des policiers. Toute la fin de l'été, ils cherchent la Renault 9. Le juge épluche les écoutes téléphoniques de Simone Weber et de sa sœur Madeleine, dont elle est très proche. Lors de l'une de ces écoutes, elle donne les numéros du loto, qui sont en fait le numéro d'une cabine téléphonique située en bas de chez Madeleine à Cannes. Se pensant tranquilles, les deux sœurs parlent d'une certaine Bernadette à qui il faut trouver une nouvelle école à la rentrée. La Bernadette, c'est bien sûr la voiture de Bernard Etier. Et la nouvelle école, c'est un nouveau garage. Le 10 novembre 1985, la voiture de Bernard est retrouvée dans un box cannois loué par Madeleine Weber avec de fausses plaques. Chez elle, on retrouve les clés et la carte grise du véhicule. Elle a déjà eu le temps de faire disparaître le chéquier ainsi que les papiers d'identité de Bernard Etier sur ordre de sa sœur. Simone et Madeleine
sont aussitôt arrêtés et inculpés. Simone Weber est placée en détention. Nous sommes 5 mois après la disparition de Bernard Etier. C'est le début de l'affaire Weber. Après son arrestation, les policiers fouillent chez Simone Weber. Ils découvrent 2 carabines 22 longs rifles équipées de silencieux, dont une avec une cartouche percutée. C'est le signe qu'un coup a été tiré. Ils trouvent aussi le kit du parfait faussaire, des timbres officiels de mairie, des ordonnances vierges, des brouillons d'actes civils falsifiés et même des bâtons de dynamite. Plus incriminant encore, ils mettent la main sur une meuleuse pour la découpe du béton. Un engin loué la veille de la disparition de Bernard Etier le 21 juillet en 1985 est déclaré faussement volé une semaine plus tard par Simone Weber. Selon les experts, cette meuleuse aurait été démontée et nettoyée avec soin. Pourtant, on y trouve encore des particules constituées de substances humaines. Les trouvailles miraculeuses se poursuivent pour les policiers. Le 15 septembre 85, près de 3 mois après la disparition de Bernard Etier, un pêcheur remonte une valise renfermant un tronc humain dans un bras mort de la Marne à Poincy. Le corps a été découpé par un objet mécanique. À cette époque, les recherches ADN n'existent pas encore. Un expert en médecine légale compare tout de même une radio du bassin de Bernard Etier à celle du tronc humain. La correspondance est sans appel. Plus de 99% de ressemblance. À première vue, Simone Weber est une petite femme coquette de 55 ans, chemisier blanc, boutonné jusqu'en haut, chaîne en or et gilet immaculé posé sur les épaules. Une seule chose vient mettre en désordre cette présentation. Un regard d'un bleu perçant, digne d'un oiseau de proie qui foudroie ceux qui osent le croiser. Le 17 janvier 1991, le procès de Simone Weber débute devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle dans un froid glacial. Les journalistes sont fascinés par cette femme que certains se mettent à appeler presque affectueusement Simone ou Momone. Pourtant, l'image qu'elle renvoie lors de son procès n'est pas à son avantage. Elle récuse elle-même ses jurés, elle éclate de rire, attrape ses avocats par le col pour leur parler, tape sur leur tête avec une pile de dossiers. Le président de la cour d'assises décide habilement de lui laisser la parole. Elle en profite pour injurier tous les témoins et même la partie civile. Simone Weber est inculpée pour 13 chefs d'accusation dont assassinat, empoisonnement, vol, faux en écriture, destruction de preuves, usage de fausses plaques minéralogiques et détention d'explosifs. L'avocat général requiert contre elle la réclusion à perpétuité. Après 11 heures de délibéré, Simone Weber est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre sans préméditation de Bernard Etier. Simone Weber n'est pas présente dans la salle au moment du verdict. Victime d'un malaise, c'est sur son lit d'hôpital que l'huissier lui apprend la nouvelle. Il s'étonne d'ailleurs de la réaction de Simone Weber qui lui demande comment la salle a réagi à l'annonce du verdict avant de lui proposer un bonbon en bonne mamie. En 1999, après 14 années de réclusion, Simone Weber est libérée. Elle rejoint sa sœur à Cannes où elle vivra jusqu'à sa mort en avril 2024 à l'âge de 93 ans. Interrogée juste après sa libération par la journaliste Anne-Sophie Martin, elle raconte son quotidien. Chez moi, je lis et relis les livres sur la justice et puis je ne rate jamais mes feuilletons préférés, les Feux de l'amour, après le déjeuner. Merci à l'équipe d'affaires criminelles d'avoir préparé ce dossier. Gilbert Thiel, nous sommes contents de vous retrouver. Bonjour, vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Alors, l'affaire Simone Weber, c'est un souvenir particulièrement marquant dans votre vie de magistrat. Je crois que vous l'avez auditionnée pas moins de 75 fois. Est-ce que vous diriez que vous la connaissiez parfaitement ? D'abord, ne minimisez pas mes mérites. C'est 77 fois que je l'ai entendu ou confronté. Et vous savez, comme c'était assez long, 3 à 4 heures à chaque acte d'instruction, donc c'était parfois un petit peu difficile et assez pénible, j'imagine pour elle, mais pour moi aussi parfois. Alors effectivement, compte tenu de la longueur de la procédure, ça reste un souvenir très très marquant. Et puis ça a été quand même une rude bataille procédurale, si l'on veut bien considérer qu'elle a pris successivement, elle a fait appel à 25 avocats différents, dont des ténors
du barreau de l'époque, maître Henri-René Garot et puis maître Vergès, qui pour les uns comme pour les autres sont souvent venus à son secours pour des raisons publicitaires. Et comme il y avait toujours au moins 5 avocats dans mon cabinet, eh bien c'était quelque part un mauvais calcul, puisque ceux qui étaient dans l'affaire essayaient d'empêcher les autres candidats d'y rentrer, et ceux qui voulaient y rentrer essayaient de faire débarquer ceux qui étaient déjà installés comme avocat de Madame Weber. Alors, dans un instant, vous allez nous raconter cette femme ordinaire d'un point de vue, je dirais, d'apparence, et puis extraordinaire, évidemment, femme tueuse. Nous allons parler avec vous également et avec Jacques Dallest des femmes tueuses. C'est tout de suite sur Sud Radio. On retrouve nos invités. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, avec le rédacteur en chef avec nous, Victor Robert. Bonjour. Notre Jade Serrano également est là, journaliste d'investigation. Nous parlons des femmes tueuses. Qu'ont-elles de si spécial? Et en particulier aujourd'hui, nous parlons avec Jacques Dallest, ex-procureur et auteur de ce livre sur les chemins du crime, et Gilles Bertil, le juge d'instruction qui a été confronté à Simone Weber. Nous parlons de la diabolique de Nancy, mais aussi des femmes tueuses. Alors Gilles Bertil, je rappelle que vous étiez donc juge d'instruction, que vous avez fait 77 auditions de Simone Weber. Comment se comporte... des interrogatoires. Les voilà. auditions sont pour les témoins. D'accord. Alors 77 interrogatoires. Dites-moi, comment se comportait-elle avec vous? Nous connaissons tous la photo de le visage de cette femme qui avait l'air très mamie gâteau. Comment était-elle en vérité? Oui, enfin c'était une mamie gâteau dont il fallait se méfier un petit peu. Alors elle avait un comportement parfois elle était affable, parfois elle était souriante, mais elle pouvait rapidement transformer son regard en des yeux, puisque c'était la chanson de l'époque, en des yeux revolver, celle qui avait le regard qui tue. Et donc manifestement, elle avait tiré la première et on a eu comme une relation de vieux couple, oui. À savoir que parfois on se disputait, je dirais, pour des conneries, et puis parfois l'ambiance était un peu plus calme. Mais elle a essayé de se défendre comme elle l'a pu, avec son bataillon d'avocats. Ouais. Et on est bien obligé de constater que en fin de course, elle n'a pas réussi à convaincre complètement le jury de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle de l'innocence qu'elle a proclamée pendant les 5 ans d'instruction, qu'elle a proclamé encore à l'audience et qu'elle a proclamé après avoir été libérée après 1999. Donc elle est morte en contestant toujours les faits qui lui avaient été reprochés. Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est une grande manipulatrice? Elle est très sympathique, elle finit par avoir de la sympathie pour vous, elle vous donne des surnoms comme Mon Poussin ou le shérif. C'est quand même dire qu'une certaine forme de complicité qu'elle souhaite établir avec vous peut s'instiller. Elle ne m'appelait pas directement dans mon cabinet Mon Poussin, car j'ai quand même un peu le sens des convenances judiciaires. Et donc, c'est quand elle écrivait à sa sœur Madeleine, elle écrivait parfois: j'ai vu le Poussin ce matin, il avait l'air crevé avec son affaire des fausses factures. C'était l'époque de l'affaire des fausses factures de Nancy à l'époque. Il va bientôt mourir, le Poussin. Le seul qualificatif qu'elle m'a donné un jour en direct, elle m'a appelé Paul Touvier, donc ça lui a valu une expulsion immédiate de mon cabinet pour qu'on chacun reprenne son calme et puis qu'on puisse reprendre le fil des interrogatoires dans des conditions un peu plus dignes. Voilà. Alors j'avais envie de vous demander la question suivante: est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est une femme qui, si elle vous avait invité pour l'apéritif, le thé ou le café, est-ce que vous lui auriez fait confiance? Pas forcément, et puis surtout, je vous ferai quand même remarquer que Simone Weber étant née en 1930 et moi en 1948, on n'était pas tout à fait de la même génération, donc je n'aurais
probablement pas accepté pour des raisons qui ne vous échappent pas. Mais c'était quelqu'un qui était quand même, je dirais, d'une conversation assez agréable, quelqu'un qui avait une certaine sociabilité. C'est pas une femme qui fait peur, parce que voyez-vous, souvent quand on parle des hommes tueurs, on se souvient de Trébert, on se souvient de Francis Holm. Ce sont des gens qui font presque peur naturellement. Elle, pas du tout. Elle inspire une certaine forme de sympathie. Oui, mais bon, on peut dire qu'effectivement, elle avait de la conversation. C'était une grande simulatrice et une dissimulatrice à la fois. D'ailleurs, lorsqu'elle a réussi à épouser à l'insu de son plein gré son second mari, une personne qui avait une trentaine d'années de plus qu'elle, eh bien, elle s'était présentée comme étant professeure de philosophie, qu'elle n'était pas, comme veuve, qu'elle n'était pas, comme une femme sans enfant, qu'elle n'était pas. Donc, elle avait les armes, je ne vais pas dire de son sexe, mais enfin, elle avait en tout cas les armes de la simulation. Et simplement, où elle pouvait faire peur, c'était chez ceux qui la connaissaient un tout petit peu. Et Bernard Etier, le disparu, qui avait eu une liaison d'à peu près une année, qui avait commencé à la fin de l'année 81, et la rupture était intervenue un an plus tard, à la fin de l'année 1982, il faut quand même se rendre compte que quand il a disparu, cela faisait déjà près de 3 ans que la rupture entre deux avait été consommée. Ce qui n'avait pas empêché Simone Weber de suivre Bernard Etier, de le faire suivre, de faire un double de ses clés de voiture, de relever son compteur kilométrique, d'aller lui voler son courrier. Donc Bernard Etier a d'ailleurs dit à son ancienne maîtresse le 22 juin au matin, chez qui il s'est réfugié, il lui a dit, tu sais, t'as pas l'air de me croire, mais elle m'attend avec le fusil. Et il a avoué, ce qui était quand même pas sans doute très facile de sa part, il a avoué à son ex que cette femme lui faisait peur. Alors c'est jamais gratifiant pour des gens de ma génération et celle de Bernard Etier d'avouer qu'il a peur d'une femme, mais il y en a qui peuvent effectivement faire peur, même si les apparences sont affables et pas très inquiétantes. Alors Jacques Dallès qui est avec nous également, vous restez en ligne avec nous, Gilbert Thiel. Jacques Dallès. Vous saluerez le procureur général de ma part. Vous avez dit procureur tout à l'heure, ça va le mettre en colère. Jacques Dallès. Qu'il ne mérite pas. Alors Jacques Dallès a écrit sur les chemins du crime des affaires aussi qui mêlent des femmes tueuses. Vous racontez notamment une affaire d'une si gentille petite dame qui s'appelle Henriette Burdin et qui va assassiner avec une incroyable sauvagerie son compagnon. Vous dites que souvent il y a un moteur dans cette criminalité féminine qui est l'humiliation, cette espèce de bombe à retardement enfouie au plus profond de soi, et que souvent c'est un drame de la conjugalité, et quand cette conjugalité devient un cauchemar, ça se transforme en crime. J'allais vous demander, Jacques Dallès, qu'est-ce qui fait la différence entre les femmes tueuses et les hommes tueurs? Alors, j'aime dire que les femmes tuent peu, mais tuent bien. Les femmes tuent, elles font tuer également, elles peuvent être dans un déchaînement de violence qui surprend. Et évidemment, souvent, leurs victimes sont dans leur proximité. C'est souvent des crimes de famille, crimes conjugaux, crimes sur enfants, mais pas seulement. On a vu des femmes tueuses en série, des femmes complices de tueurs en série, je pense à Monique Olivier. Ouais. Donc le ressort est souvent un ressort familial, mais ça peut être tout autre chose. On voit moins de femmes qui tuent pour de l'argent, quoique, ou pour des motifs idéologiques. Et Gilbert Thiel sait bien que des femmes terroristes ont tué, évidemment. Donc elles ne sont pas épargnées par tous les sentiments qui parcourent l'être humain, mais elles ont quand même une maîtrise d'elles-mêmes, de leur agressivité quand même plus forte que celle des hommes qui explosent. Mais néanmoins, elles peuvent être victimes, elles peuvent être sujets à des sentiments très très particuliers. Et ça peut, c'est pas forcément prémédité, mais ça peut partir dans un déchaînement qui les surprend elles-mêmes. Et quand on les met en cause, on les met en examen, elles sont même surprises de leurs gestes. Et finalement, pour beaucoup, en tout cas celles que j'ai rencontrées, elles sont presque soulagées d'être débarrassées d'un poids. Parce que souvent, le mari tue sa femme pour ne pas qu'elle le quitte, et la femme tue le mari ou le conjoint pour qu'elle le laisse tranquille. Il y a un peu ce rapport ambigu
qui fait qu'on a des situations très surprenantes avec des femmes qui sont au-dessus de tout soupçon et qui peuvent basculer dans la criminalité, dans le crime. Alors, la différence entre l'affaire Simone Weber, où on voit que c'est vraiment une manipulatrice, quelqu'un qui est capable de préparer longtemps à l'avance, de commander une meuleuse à béton pour faire disparaître le corps, etc. Vous racontez des tas de situations de femmes qui, elles, vont tuer un jour leur compagnon parce qu'elles n'en peuvent plus. Et c'est le jour de trop. Et ça bascule dans une violence assez peu préméditée, finalement. Donc, on n'a pas nécessairement affaire à des femmes tueuses de sang-froid. Oui, elles sont plus rares, même si certaines arrivent. On vous jugera, je crois, à la fin de l'année, la femme qui est accusée du meurtre de la petite Lola. Drôle d'affaire. Et donc, on a des situations de cette nature, mais elles sont dans ce rapport d'immédiateté avec quelquefois même une aptitude à aller très loin. On connaît des femmes qui ont dépecé le corps de leur victime, coupé en morceaux. Des femmes dont rien ne permettait de dire qu'elles commettraient un acte pareil. Donc, ce qui d'ailleurs permet de dire que tout être humain peut un jour être pris d'une pulsion meurtrière dans un certain contexte. Et ça, c'est la grande surprise. Et les jurés ont du mal quelquefois... Pour eux, ça les interpelle d'avoir à juger une femme accusée de meurtre ou de complicité de meurtre. On vous retrouve dans un instant, ainsi que Gilbert Thiel. On parle des femmes criminelles aujourd'hui dans l'affaire dans l'affaire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire sur Sud Radio, une émission en partenariat avec notre revue Affaires criminelles, dont la rédaction en chef est ici, présente dans nos studios. Présent. Voilà, Victor Lefebvre est avec nous, ainsi que Jade Serrano, journaliste d'investigation. Nous parlons aujourd'hui des femmes criminelles. Nous avons parlé de l'affaire Simone Weber avec le magistrat Gilbert Thiel. D'ailleurs, dans votre livre Femmes criminelles, paru chez Mareuil Éditions, vous racontez d'autres affaires mêlant des femmes tueuse Gilbert Thiel, et j'avais envie de vous poser la même question qu'au procureur d'Alest. Qu'ont-elles de si différentes des hommes, ces femmes criminelles, celles que vous avez pu rencontrer dans votre carrière de magistrat? J'en ai rencontré bien sûr quelques-unes, et mon livre n'est pas consacré qu'aux affaires que j'ai instruites. Moi, ce qui m'a le plus frappé, lorsque la gente féminine se met à franchir les bornes de la légalité dans le domaine des crimes de sang, c'est leur résilience. Elles sont beaucoup moins facilement déstabilisables pendant les gardes à vue et pendant les interrogatoires. Il n'y a pas eu que le cas de Simone Weber, parce que j'ai eu un certain nombre d'affaires où les femmes ont reconnu leur implication dans le crime de sang, mais se sont révélées très peu disertes ou complètement hostiles à la simple possibilité d'évoquer les raisons pour lesquelles elles étaient passées à l'acte. Et puis une chose, je viens d'entendre le procureur général qui disait que les femmes tueuses de sang-froid, il y en a certainement moins statistiquement, mais je ferai remarquer que dans le domaine du terrorisme, par exemple, et ça ne date pas de Daesh ou de Al-Qaïda, où petit à petit les femmes ont su se faire leur place dans ces organisations criminelles, mais à l'époque des années 70 et des années 80, dans la Rote Armée Fractionne, la bande Abadère, lorsqu'on s'aperçoit que la plupart des commandos étaient composés majoritairement ou parfois exclusivement de femmes, moi je me souviens de cette époque-là, je débutais quand j'allais en Allemagne pour des affaires transfrontalières. Eh bien, dans les commissariats allemands, il y avait une photo avec un homme et une femme, et le texte disait: si vous êtes en face de deux terroristes et qu'il y a une femme parmi elles, tuez d'abord la femme, sinon vous êtes mort. Ça, c'est pour le sang-froid dans la maîtrise des armes à feu. Je rappellerai aussi que le geôlier du président du Conseil italien, Aldo Moro, qui avait été enlevé avant d'être assassiné par les brigades rouges italiennes, eh bien, c'était une geôlière. Et j'évoque à travers mon ouvrage cette montée en puissance dans le crime. Là, c'est le crime idéologique, mais comme l'a fait remarquer Jacques Dallès, il y a un certain nombre de femmes, et pas uniquement Simone Weber, qui vont découper en X morceaux le
compagne ou leur compagnon, selon les choix sexuels des unes et des autres, et avec un sang-froid qui est assez extraordinaire. Alors dans votre livre, justement, dans vos recherches, vous êtes intéressé aux femmes nazies, vous êtes intéressé aux femmes de l'époque victorienne, puis vous êtes aussi intéressé aux femmes djihadistes, et vous dites que finalement, elles sont particulièrement violentes. Vous partagez ce sentiment, Jacques Dallest ? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand l'idéologie, ça rend insensible d'une certaine manière. On l'a vu avec Action Directe aussi. Nathalie Minigon, qui n'était pas la dernière à avoir tué. Donc ça surprend. On est dans un autre schéma que les jurés ordinaires ne connaissent pas, puisque ce sont des affaires de terrorisme. Un peu hors normes, des gens très déterminés, qu'on a du mal à appréhender, qui ont pris plein d'une forme de fanatisme. Et effectivement, leur dureté, et comme le disait Gilbert, leur résilience leur permet d'arriver assez froidement jusqu'à l'acte, et même après l'acte. Et moi, je l'ai constaté dans le domaine du crime ordinaire, que lors des reconstitutions, elles se prêtaient volontiers aux reconstitutions. Elles n'étaient pas forcément effondrées à l'idée de refaire le geste de leur crime. Donc une forme de solidité mentale, peut-être de détermination supérieure, quelque part. Oui. Et finalement, ça peut d'ailleurs bien se terminer devant une cour d'assises parce qu'elles vont reconnaître les faits. Elles vont pas forcément s'effondrer en sanglots. Et comme elles n'ont pas forcément d'antécédents judiciaires, les verdicts, les peines peuvent être inférieures à celles des hommes. Alors ça, c'est intéressant. On va y revenir tout à l'heure. Je vous demanderai si effectivement on observe que la justice est un peu plus clémente et je vous demanderai également, est-ce que la justice, il y a plus de réinsertion chez ces femmes une fois qu'elles ont été condamnées et purgé leur peine. Mais je voudrais que Jade Serrano nous raconte une intrigante affaire, celle de Madame Consboudboul, celle que l'on a appelée la Dame d'Orléans ou la Dame de Fer. C'est un grand fait divers aussi, avec une femme tueuse qui commandite un meurtre. Exactement, qui commandite 2 meurtres en fait, Stéphane. Elle s'appelle Marie-Elisabeth Cons, elle est née en 1924 à Orléans et elle est, étonnamment, avocate de profession. Elle a une fille, Dari, qui va rencontrer lors d'un match Jacques Perrault, éminent avocat et ami de Laurent Fabius. Ensemble, ils vont rapidement se marier et avoir un enfant, Adrien. Ouais. Les années passent, le couple bat de l'aile et du coup, Jacques Perrault décide de divorcer avec au milieu la garde de leur enfant. Ils se bataillent, les deux, Dari et Jacques, pour obtenir la garde d'Adrien en garde alternée. Et puis, Jacques Perrault va avoir des soupçons concernant sa belle-mère, Marie-Elisabeth Cons, et il va se rendre auprès du Conseil de l'Ordre des avocats et découvrir que celle-ci est radiée du barreau de Paris depuis des années pour des questions de conflits d'intérêts et de corruption. Donc, il décide de prendre attache avec Marie-Hélène Cons et d'essayer de gérer une pression auprès d'elle en disant soit tu m'aides et j'ai Adrien chaque semaine, soit je te dénonce auprès de ta propre famille. Sauf que il va penser être malin, mais il va surtout révéler la noirceur de Marie-Elisabeth Cons, qui va dès lors embaucher quelqu'un et le faire abattre devant son appartement. De plein sang-froid et avec un calcul de préméditation. Comme Simone Weber et Weber. 3 balles de 22 longs rifles. C'est un peu à la mode. Et donc elle va écoper ensuite de 15 ans de réclusion criminelle quand même. Surtout que les deux femmes se ressemblaient, la ressemblance entre Consboudboul et Simone Weber. Vous racontez ces deux affaires dans Affaires criminelles de ce numéro 3 qui est actuellement en kiosque et en librairie. Sur Internet, les photos, elles se trompent. Les deux affaires, c'est à quelques mois d'intervalle seulement. C'est très, très troublant. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se souvient du physique, encore une fois, de Francis Holm ou de Jean-Pierre Trébert, ça n'a rien à voir. Ces femmes, elles inspirent, elles sont parfaitement normales, Jacques Dallest. Vous qui en avez croisé quelques-unes qui avaient, après des drames de conjugalité, plus ou moins divers, vous avez raconté plusieurs de ces affaires Sur les chemins du crime. Ces femmes, vous les croisez en situation, elles sont parfaitement ordinaires. Mais vous allez me dire, de toute façon, les criminels sont toujours ordinaires, n'est-ce pas, Jacques ? Oui, je dis souvent que le crime, c'est un acte extraordinaire, mais commis souvent par des gens ordinaires. Et dans ces situations-là, on a ça. À la grande surprise des jurés qui voient une femme qui pourrait être leur voisine et qui est accusée d'avoir tué toute sa famille ou d'avoir tué son conjoint de façon terrible. On a cette disproportion entre la présumée gentillesse des femmes naturelles, leur côté pacifique, et puis la violence de l'acte.
Et certaines, on a du mal à les retrouver, à les remettre en situation. C'est pour ça que quand elles sont que complices d'un crime, quand elles sont jugées avec celui qui a tué, elles s'en tirent mieux parce que souvent elles jouent un peu plus les soumises. Et on sait que dans certains cas, c'est elle qui a été l'instigatrice de crime. Et finalement, ce côté un peu, comment dire, surprenant, leur profite au moment du verdict. Et moi, j'ai constaté dans les affaires que je relate que la femme était moins sanctionnée à quelques années près, quelquefois, que l'homme, rarement plus que l'homme. Comme si elle avait une forme d'excuse ou qu'elle aurait été elle-même manipulée, soumise, alors que ce n'est pas toujours et même pas souvent le cas. Alors, dans un instant, je vous propose de rester en ligne, Gilbert Thiel et puis Jacques Dallès de rester avec nous, parce que on va parler des modus operandi de ces femmes tueuses. On parle souvent d'empoisonnement, mais il n'y a pas que cela, les armes blanches aussi. Et puis, qui sont ces femmes meurtrières? Est-ce qu'elles utilisent des armes à feu, l'asphyxie, l'étouffement, la noyade? On parle de tout ça, on fait l'autopsie de tout ça avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles, en compagnie de Victor Lefebvre toujours, Jade Serrano, journaliste d'investigation, et aujourd'hui, dossier spécial sur les femmes tueuses, perverses, manipulatrices, mythomanes, avez-vous titré Victor Lefebvre. 4 affaires racontées. Et 4 affaires racontées parmi 17 cold cases et affaires à découvrir dans ce dernier numéro d'affaires criminelles absolument passionnant. Alors Jacques Dallès, vous êtes invité de notre émission, ainsi que Gilbert Thiel. Vous avez en commun d'avoir été tous les deux de grands magistrats. Je voudrais qu'on parle ensemble des chiffres, parce qu'ils sont absolument intéressants en ce qui concerne les femmes tueuses. D'abord, vous avez raison, Victor Lefebvre, 96% des crimes sont commis par des hommes. Le chiffre est vraiment sans appel. Il y a vraiment une très grande différence et le crime est plutôt masculin que féminin. Alors ensuite, en ce qui concerne les femmes tueuses, elles utilisent souvent l'empoisonnement, une méthode discrète. 20 à 30% des femmes meurtrières utilisent l'empoisonnement. Alors Jacques Dallès, peut-être d'abord, puis ensuite Gilbert Thiel. Comment elles opèrent souvent ces femmes? Alors c'était l'arme fatale utilisée dans les temps anciens, les fameux empoisonnements, la marquise de Brinvilliers, Madame de Montespan, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On peut penser d'ailleurs que certains crimes restent impunis parce que finalement la victime a été tuée par empoisonnement, mais personne n'a détecté l'empoisonnement. C'est quelque chose d'insidieux, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour, qui touche généralement le conjoint. Et si le médecin traitant arrive et constate le décès sans se poser trop de questions sur les causes de la mort, parce que la victime était assez âgée, on peut passer à côté d'un crime prémédité qui est celui de l'empoisonnement. Et donc c'est le meurtre par petite dose. Mais dans la réalité criminologique d'aujourd'hui, on en rencontre assez peu, finalement, ce genre de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des homicides par empoisonnement, des empoisonnements. C'est quelque chose qui a un peu disparu. Et aujourd'hui, on a quand même des moyens toxicologiques pour analyser très clairement le sang de la victime et déterminer s'il y a eu usage de produits dangereux, de produits létaux. Alors, Gilbert Thiel, je vous donne un autre chiffre. Les armes à feu sont utilisées dans à peine 10% des homicides féminins. On voit que les femmes ont plutôt tendance à recourir à des armes blanches, souvent des couteaux de cuisine, des choses finalement de l'ordinaire du foyer. Vous confirmez vous aussi vos expériences de magistrat? Il y a assez peu d'armes à feu utilisées dans les meurtres qui mettent aux prises des femmes? J'ai pas d'idée précise sur les chiffres, mais je reviens sur ce que disait Jacques Dallès. La première, c'est pour les poisons. D'abord, pendant tout le 19e siècle et encore au début du 20e siècle, les empoisonnements, c'était des empoisonnements à l'arsenic, c'est-à-dire à la mort au rat. Eh bien, il se trouve que les symptômes de ceux qui avaient été empoisonnés à l'arsenic étaient les mêmes que ceux qui étaient victimes du choléra. Donc, la plupart du temps, il y a un chiffre noir absolument considérable sur tout le 19e siècle et encore le début du 20e siècle. Et comme le disait Jacques Dallès, la plupart du temps, le médecin ne faisait pas la relation avec l'administration de produits toxiques, et on a fait la première expertise de toxicologie médico-légale en 1840, c'était dans l'affaire de Marie Lafarge. Donc sur le passé, déjà, on ne peut pas avoir une vision
vision statistique un tant soit peu performante. D'accord. Maintenant, c'est plus l'arsenic et la mort au rat qui a servi à envoyer à Patresse des quantités énormes. Par exemple, chez Hélène Gégado, la bonne de Curé, à la fin du 19e siècle, les historiens pensent qu'elle a dû buter une centaine de paroissiens divers et variés. Maintenant, ce sont plutôt les intoxications médicamenteuses. Et comme ça se passe souvent dans la sphère familiale, c'est assez difficile. Alors, ce qu'on utilise assez fréquemment pour se débarrasser d'un vieux mari, c'est la digitaline. C'est un produit, c'est un médicament qui est extrêmement toxique chez les personnes âgées. Donc, chez les jeunes femmes qui ont épousé de vieux monsieur, ça peut être un excellent moyen de se débarrasser d'un conjoint devenu encombrant et d'hériter avec une célérité qui n'était pas initialement prévue. Donc, les armes à feu, ça arrive parfois. C'est un peu comme pour la mécanisation dans la disparition du corps, que ce soit Simone Weber ou que ce soit d'autres personnes qui ont découpé en X morceaux leur conjoint ou leur amant. Je ne vois pas pourquoi les femmes ne s'adapteraient pas aux nécessités du progrès. Donc maintenant, on n'utilise plus des couteaux de cuisine de sa dotation personnelle, on utilise des disqueuses à béton, ou on utilise d'autres moyens à la technologie plus affirmée. Alors Jacques Dallès, vous vouliez réagir, je crois. Oui, pensons aussi aux infirmières diaboliques. Oui. Dans l'histoire mondiale, dans l'histoire de France, on a eu un certain nombre de femmes qui ont tué leurs patients, souvent dans des hôpitaux, dans des EHPAD, en leur administrant des produits toxiques de façon assez invisible et avec une espèce de sentiment de toute puissance capable de donner la mort à des gens en situation de faiblesse. C'est aussi une problématique un peu spécifique. L'infirmière diabolique, on en a jugé une à Chambéry. Et ça interroge toujours sur ce passage à l'acte. Je pense que c'est le sentiment de toute puissance qui doit les animer. Alors, il y a une famille très représentée de crimes chez les femmes tueuses. On en parle très peu. Ce sont les cas d'infanticide. Et là, pour le coup, on aurait tendance à penser que ce sont plutôt les hommes qui s'énervent des enfants et qui finissent par parfois avoir la main beaucoup trop lourde. Pas du tout. Les infanticides de nourrissons, c'est beaucoup plus les femmes. 70 à 80% sont commis par des femmes. C'est souvent lié à des dénis de grossesse, à de l'isolement social, à de la détresse psychologique, à tout un tas de facteurs causes. C'est vrai que dans les profils de femmes tueuses, il y a énormément finalement de femmes qui font des infanticides, Jacques. Ça aussi, moins aujourd'hui qu'à une époque, parce qu'il y a des pratiques qui n'existaient pas à une certaine époque. Et puis il y a évidemment beaucoup moins de tolérance vis-à-vis de ce genre de choses. J'en ai rencontré, je pense que Gilbert aussi dans sa carrière. Je me souviens d'une femme qui avait accouché de son enfant. C'était pas un déni de grossesse, c'était un accouchement. Elle a jeté l'enfant au vide ordure, à peine né. Vide ordure de la collectif, de l'immeuble. Des actes extrêmes. On arrive très vite à identifier la mère. Aujourd'hui, avec l'ADN, on peut, si on dépose un enfant... on peut retrouver facilement la mère, mais on a cette problématique. Et on va juger, je crois, à la fin de l'année, la martyre de Ladis, petite gamine. Et les deux parents sont impliqués. C'est une affaire incroyable. On a mis 30 ans à la résoudre. Ce qui prouve que, évidemment, l'enfant peut être la cible. Une querelle, une colère, des enfants torturés par la mère. Prêt à des choses extrêmes qui va jusqu'à la mort. Ouais. Alors vous racontez, il y a une chose absolument passionnante dans votre livre sur les chemins du crime. Vous racontez l'affaire de Joëlle Dufaux, 22 ans, qui a rencontré très tôt son mari, avec qui elle a eu un enfant, et qui, avec le temps, a fini par ne plus le supporter. Il devient violent, il devient de plus en plus pervers, il exige des choses de sa part tout à fait équivoques et des fantaisies sexuelles qu'elle n'aime pas. C'est vrai que il y a aussi souvent la motivation de ces femmes tueuses, ce sont des sexualités qui se passent mal. Oui, c'est la difficulté, l'impossibilité de cohabiter avec son conjoint pour différentes raisons, qui est tyrannique, qui est violent, qui est alcoolique, parce que malheureusement l'alcool est aussi une cause de différends qui disputent.
c'est insupportable et au bout d'un moment, ça peut exploser. Certaines souffrent en silence, certaines même meurent sous les coups de leur conjoint, malheureusement on le voit régulièrement, et d'autres à un moment réagissent et tuent, pas forcément de façon préméditée, mais elles en ont marre. Elles en ont marre, ouais. Et ça explose. Ouais. Alors Gilbert Hill, justement, vous avez eu des meurtres comme ça, motivés par des refus de domination sexuelle dans votre carrière de magistrat? Oui, mais c'était des affirmations. Vous comprenez bien que dans ce domaine-là, l'administration de la preuve est particulièrement difficile. Donc la tentation légitime chez celui qui doit répondre d'un crime de sang est de trouver et d'expliquer le pourquoi du passage à l'acte. Et de ce côté-là, on est quand même en général relativement démunis pour en apprécier la sincérité et tout ce qu'on peut faire, c'est d'en apprécier éventuellement la crédibilité. Donc, moi, ce qui m'a le plus frappé chez les femmes, et je raconte notamment dans mon livre le cas d'une nommée Laurence Bailly qui a mis le feu à la chambre de ses 2 enfants qui étaient âgés de 3 ans et de 18 mois. Les 2 enfants ont péri dans l'incendie. Je ne sais toujours pas aujourd'hui, c'est une affaire qui date de l'année 1985, une période du milieu des années 80 où il y a eu successivement l'affaire Grégory, l'affaire Simone Weber, l'affaire Consboul, tout ça c'est fin 84, fin 85, sur une année. Eh bien, il y avait eu cette affaire qui a moins défrayé la chronique d'une jeune femme de Dombasle-sur-Meurthe qui a mis le feu à la chambre de ses enfants. Ouais. Mais alors, pardon, je crois qu'on vous a perdu. Je voudrais rappeler le titre de votre livre, Femme criminelle, Gilbert Hill. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier aussi Jacques Dallest. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sur les chemins du crime, paru aux éditions Mareuil. Vous avez d'ailleurs le même éditeur, dites-moi. C'est étonnant. Pour 2 magistrats, vous êtes publié aux mêmes éditions. Victor Lefebvre, pardon. Vous nous montrez Affaire criminelle, numéro 3, qui est en kiosque. Les femmes tueuses, dossier spécial sur ces femmes. Un entretien avec le médecin légiste Philippe Boxeau. Absolument, très intéressant. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine, midi, pour une nouvelle affaire dans l'affaire. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Marty qui vous amène sur les routes des vins de France.